entre ville et monde. Bienvenue au 7e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité à Québec, de tramway et de troisième lien. Et ça en compagnie du professeur associé en sciences politiques, M. Jean Mercier. Je vous souhaite une bonne émission. Je suis Sébastien, accompagné de David. Allô David, oui. Nous avons de la grande visite aujourd'hui. Oui, effectivement, on est très heureux d'accueillir M. Jean Mercier, professeur associé en sciences politiques de l'Université Laval. Bonjour, M. Mercier. Bonjour. M. Mercier est co-auteur notamment du livre « Comment survivre aux controverses sur les transports à Québec ». Qu'il a rédigé avec les profs Jean Mercier, Jean Dubé et Emiliano Scanu. Ce livre, apparu en 2021, a notamment fait des vagues avec une de ses conclusions, que la seule solution viable pour un éventuel troisième lien serait un troisième lien dédié au transport collectif exclusivement. Donc, pas de voiture dans cet éventuel tunnel ou pont. On en discutera. Oui, ça va être intéressant. Plus tard, mais c'est ça. Puis, on se souvient que ça a été repris par le gouvernement, mais oui, voilà, on va entrer dans ces détails. Pendant un temps. On va en parler plus tard. Mm-hmm. Et je rappelle que les chansons inspirées des thèmes de la soirée sont proposées par nos deux mélomanes préférés, Maude et Monsieur Laplante. Et débutons, si vous le voulez bien, avec les sujets qui ont retenu notre attention cette semaine, avec notre segment Actualité. De 90% pré-COVID, réduction de la subvention à l'achat des nouveaux véhicules électriques et Volkswagen annonce la fermeture de 3 usines en Allemagne. Donc, David, le transport collectif, ça reprend tranquillement à Québec et à Montréal. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur que le COVID, ça allait changer quelque chose de fondamental dans la société, que des gens, comme on avait pendant la pandémie, que des gens auraient peur d'être en proximité avec beaucoup de gens dans un emplacement fermé comme un autobus. Mais là, on peut voir 4 ans après COVID que nos habitudes d'avant semblent avoir repris. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Moi, j'avais l'impression que ça reviendrait quand même un peu plus rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Mercier. Bien, c'est des tendances lourdes, ces proportions-là, de gens qui prennent des transports en commun. Et donc, ça ne change pas facilement. Évidemment, la COVID a changé des choses, mais on pouvait prévoir que ça reviendrait, comme la circulation d'ailleurs, puis comme la congestion, ça reviendrait à des situations pré-pandémiques. Oui, c'est ça. Et je me souviens à l'époque, il y avait un débat. Est-ce qu'on coupe dans les subventions au transport collectif? Ou justement, est-ce qu'on augmente? Puis je pense qu'il y a plusieurs villes qui ont pris le choix de couper dans le financement du transport collectif parce qu'on voyait que c'était moins attirant qu'avant. Et je pense qu'au Québec, on n'a pas pris ce chemin. On a gardé les subventions en place et on a même légèrement augmenté le financement du transport collectif. Oui, effectivement. Pour éviter la situation où moins d'investissement, moins de gens qui utilisent, et puis l'espèce de cercle vicieux dans lequel est entraîné souvent le transport collectif. Puis il y a beaucoup de gens qui sont achetés une voiture aussi pendant la COVID. Donc, souvent les gens qui ont en possession une voiture vont avoir plus de temps là, à se délaisser de cette voiture-là pour revenir au transport en commun ou au transport actif. Intéressant. Puis les prix des voitures usagées ont beaucoup augmenté. Et aussi ils ont baissé, là, je pense. Ils sont revenus. Là, c'est plus normal, je pense. Pendant plusieurs années, c'était le marché un peu fou. Et aussi Communauto. c'est devenu débordé nouvelles utilisateurs. Puis eux, ils n'étaient pas capables d'acheter de voitures aussi pour améliorer leur service. Exact, donc, c'est ça. Voilà. Donc, on espère chose du passé. Deuxième sujet, David, réduction de la subvention à l'achat des nouveaux véhicules électriques. Donc, le gouvernement, ça fait déjà quelques mois qu'il en a fait l'annonce. À partir de janvier 2025, donc la subvention va passer de 7 000 $ qu'elle est actuellement
à 4 000 $. Il va diminuer comme ça jusqu'en 2027 où il n'y aura plus de subvention du tout. C'est ce qui a été annoncé. Ça, c'est la subvention du gouvernement du Québec. Il va toujours quand même rester, jusqu'à preuve du contraire, une subvention du gouvernement canadien, par contre. Exact. Le fédéral, je pense que la subvention, c'est 5 000 ou... oui, exactement. C'est ça. Donc, c'est quand même significatif. 12 000 entre les deux gouvernements pour l'achat de nouveaux véhicules. Oui. Je sais qu'au Québec, c'était une couple de milliards de dollars par année dans le budget qui était dédié à ce programme. Et voilà, ils coupent là-dedans. Je sais que c'était assez controversé déjà, le programme, d'investir de l'argent public dans l'achat des nouveaux véhicules. On s'entend qu'il y a certains avantages de la voiture électrique, mais ça reste une voiture. Les problèmes de congestion, les problèmes de sécurité routière, ça persiste. Monsieur Mercier, je ne sais pas si... Et l'étalement, évidemment. Et l'étalement, oui, oui, exactement. Ça renforce un peu. Il y a des études qui ont été faites, je pense, en Norvège, qui ont été des précurseurs pour ces soutiens financiers, qui démontrent que, somme toute, comme ça peut encourager l'achat d'automobiles et l'étalement, si on fait la somme globale de tout ça, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles du point de vue environnemental, en tout cas. Oui. Et c'est pas déjà des gens qui pouvaient acquérir ces voitures-là qui ont été subventionnées, en quelque sorte? Probablement. Un autre facteur qui a de l'air éloigné, mais qui joue, c'est que l'emploi est assez fort au Québec. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui, il y a quelques années, il y a quelques décennies surtout, pouvaient pas s'acheter une automobile, qui maintenant peuvent le faire. Alors donc, ça joue aussi dans l'achat des automobiles puis des voitures électriques. Peut-être pas pour les jeunes, là, mais pour les automobiles en général. Oui, c'est ça. Ça reste des voitures assez de luxe. Un nouveau véhicule, une nouvelle voiture électrique, ça coûte le moins cher et au-dessus de 40 000. Ouais. Donc, c'est pas donné. Oui, il y a des associations qui recommandaient plutôt de baisser le prix d'accès, comment dire. Pour avoir accès à la subvention, le prix de la voiture électrique devait être plus bas, parce que présentement, il est quand même assez élevé. Oui. Il suggérait qu'il soit descendu à 40 000, je pense. Oui, c'est ça, pour que ça soit vraiment une voiture entrée de gamme, accessible à la classe moyenne. Exactement. Et pas des Tesla de ce monde qui sont quand même des voitures... Sinon, on encourage des gens qui sont déjà riches. Oui, c'est ça. À acquérir une voiture, c'est... Et troisième nouvelle de la journée, David, Volkswagen qui annonce la fermeture de 3 usines en Allemagne. Wow! Coup dur pour l'industrie automobile allemande. Oui, exactement. C'est le premier manufacturier automobile en Europe, Volkswagen, qui annonce la fermeture aujourd'hui de 3 usines. Le coupeur des dizaines de milliers de postes. Aussi la réduction de la taille des autres usines en Allemagne. Des coupes dans les salaires des employés de l'entreprise. Eux, ils citent la pression, ce qu'ils appellent sévère, des coûts de l'énergie et les coûts des employés. Oui. Évidemment, les Allemands gagnent plus cher que les employés, les travailleurs en Chine, par exemple, qui est un nouveau concurrent dans l'industrie automobile, surtout dans le secteur des véhicules électriques. Il cite aussi, fait intéressant, que la transition vers les transports électriques est plus lente que prévu. Donc, je ne sais pas comment ça joue dans leur stratégie industrielle, etc. On entend ça que la demande serait peut-être moins élevée que prévu. C'est ça, pour les voitures électriques? Oui, exactement. C'est ça que eux, ils disent. Et je sais pas, on entend différentes choses. Au Québec, on entend l'inverse, qu'il y a plus de demandes que jamais pour... Ici, oui. Probablement la province canadienne qui utilise le plus. Mais là, dans le calcul, il faut tenir compte aussi des voitures hybrides. OK, oui. Et qui sont comme des intermédiaires. Et puis, ça rassure des gens, la voiture hybride, parce que on peut jamais être dans une situation où on a plus de manière de faire avancer la voiture. Donc, on peut pas mettre l'essence pareil. Oui. Alors, donc, dans ces calculs-là, il faut tenir compte des voitures hybrides qui sont quand même assez fréquentes pour l'instant. Oui. Je sais pas c'est quoi les chiffres au Québec, mais elles me semblent presque aussi présentes que les voitures totalement électriques. Peut-être plus présentes.
j'ai pas les chiffres exacts. Hmm. Ouais, intéressant. Non plus, j'ai pas ces informations. Mais c'est vrai, puis c'est même les véhicules hybrides comme le Prius, où il y a comme un générateur là-dedans. Il y a une popularité de ces véhicules et c'est beaucoup plus économique. Surtout les rechargeables, parce qu'avec les rechargeables, on a un contrôle. Moi, j'ai une rechargeable personnellement. Ouais. Et puis... ça, c'est hybride rechargeable, c'est bien ça? Hybride rechargeable. Oui, d'accord. Il y a des hybrides qui ne sont mus que par le freinage ou l'utilisation de l'automobile, mais dans mon cas, je branche l'auto le soir et puis le matin, j'ai un auto qui est rempli d'énergie. Et il y a une autonomie de 50 km? À peu près. Ouais, mais il y en a qui ont plus que ça. Il y en a qui ont 80 ou 60, à peu près, oui. Et dans une journée normale en ville, on ne dépasse pas. Là. Oui, absolument. Dans une ville, vous épuisez pas ou presque jamais la réserve. Et ça coûte 1/10 du prix avec le prix de l'essence qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est de là l'intérêt. Surtout que le prix de l'énergie au Québec est particulièrement bas. Oui, exact. Donc, record même mondial, même, là, en termes de prix de l'énergie. Oui. De l'électricité, en tout cas. Est-ce que ça va durer, ça? On a eu un ministre de l'Énergie qui avait une vision... Oui, différente. Mais je pense que pour des raisons politiques, ça va durer. Beaucoup d'économistes disent que ça ne devrait pas durer. Mais ça va durer pour des raisons politiques. Oui. Ouais. C'est sûr, surtout qu'il y a eu une grande inflation dans les dernières années. Absolument. C'est sûr que ça peut faire un choc important. Un choc en Europe, ça a été un énorme choc. La France a décidé et c'est un des problèmes financiers de la France d'aujourd'hui, finances publiques, c'est qu'eux, ils ont choisi, le gouvernement français, d'absorber l'augmentation du coût de l'énergie pour les Français, ce qu'ont pas fait la plupart des autres pays européens, du moins au même niveau. OK. Ah, c'est intéressant. Donc, notre tournée de l'actualité terminée. On débute le sujet d'aujourd'hui, la mobilité à Québec et ses grands projets de transport. Et j'ai pensé débuter avec des courts extraits, d'abord d'une chanson de Crampe en masse, un classique des cours d'école. Oui, moi je connais une chanson pour écœurer... Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct. Merci de votre compréhension. Vous avez compris l'idée? Ben oui, hein, c'est une on dirait qu'on en entend beaucoup parler du troisième lien et du tramway. On vient être un peu épuisé dans l'électorat d'entendre parler de ce sujet-là. Pourquoi on en parle autant? C'est accidentel dans un sens parce qu'il y a deux cultures qui s'affrontent. Et à Québec, ça s'affronte de façon particulièrement intense parce que les circonstances font en sorte qu'il y a une certaine congestion pour aller entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Et en même temps, il y a un mouvement concerné par les questions environnementales, les gaz à effet de serre, l'idée du développement durable, l'idée d'une mobilité durable, qui va directement contre cet autre projet. On va l'appeler par son nom, le troisième lien. Donc, vous avez deux blocs. C'est ce qu'on a essayé de dire dans notre volume, publié il y a quelques années. Il y a deux blocs très cohérents à l'intérieur du bloc, bien entendu. Entre eux, oui. À l'intérieur du bloc. Et contre eux. Et contre eux aussi. Ils se nourrissent aussi à avoir une opposition. Oui, parce que si l'un est favorisé par les politiques publiques, l'autre a l'impression qu'il va y perdre au change. Et parce qu'on se dit, on puise aux mêmes finances publiques. Donc, ces deux groupes qui sont complètement opposés, y compris idéologiquement, y compris sur l'aménagement, y compris sur l'environnement, y compris sur le rôle des élites. Évidemment, du côté du transport durable, on se fie davantage aux experts, on se fie davantage aux élites administratives, aux élites politiques, aux planificateurs, tandis que du côté du troisième lien, on veut que la voix du public, c'est-à-dire le public qui prend le pont, par exemple, ou qui est pris dans la congestion, soit entendu, non seulement entendu, mais que leur désir soit traduit directement en politique publique, sans intermédiaire. Oui.
Parce qu'une des choses qu'on remarque... Le payeur de taxes. Le payeur de taxes qui en veut pour son argent, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu plus profond, d'après moi. C'est tout ce qui se passe du point de vue des communications, ce qu'on appelle la désintermédiation. Oh! On veut de plus en plus avoir accès direct et ce désir d'avoir accès direct sans intermédiaire, c'est ce qui fait, par exemple, les agents d'immeubles, tout en gagnant leur vie, sont moins absolument nécessaires parce qu'on peut directement, entre consommateurs et puis acheteurs et vendeurs, décider de ce qu'on va acheter et vendre. Mais ça se traduit par une espèce de désir de désintermédiation de la part des partisans du troisième lien qui voudraient que leur désir passe directement à l'action, sans que ça soit intermédiatisé, pourrait-on dire, par le niveau politique. Donc, c'est comme si le niveau politique n'avait qu'à répondre directement aux intentions du consommateur. C'est un peu la philosophie du groupe, que j'appellerais le groupe B. Moi, personnellement, dans notre livre, on l'appelle le groupe B, qui favorise le troisième lien, qui voudrait que leurs désirs se traduisent immédiatement. Donc, ils veulent passer à la caisse immédiatement, et sans intermédiaire. Mettre dans leur panier, puis partir avec un troisième lien. Sans intermédiaire. Que ça se traduise, leurs vœux se traduisent directement par la construction d'un pont ou d'un tunnel. Et vous parlez de ces deux groupes qui s'opposent. Est-ce que, d'après vous, qu'il y a une tendance gauche-droite? Oui, en même temps. Oui? En même temps, oui, parce que les partisans du tramway, habituellement, sur un plan politique, on les classerait plus à gauche, puis les partisans du troisième lien, le plus souvent, sont conservateurs, votent pas nécessairement conservateurs, mais on sait qu'au niveau fédéral, en tout cas, on puise dans ces populations-là qui bénéficieraient du troisième lien des votes et puis des députés, et puis même à la CAQ, il y a plusieurs députés qui favorisent le troisième lien, qui, sur d'autres plans, sont probablement plus conservateurs que certains autres de leurs collègues. Oui. Du même Conseil des ministres. Et donc, qu'est-ce que ça ferait un troisième lien autoroutier, comme a été proposé il y a 5 ans? Oui. Il y a eu toutes sortes de versions. Je sais que lorsque vous mentionnez au début de l'entrevue aujourd'hui, vous avez mentionné que j'étais favorable à un troisième lien exclusivement transport collectif. Il faut que je précise que c'est mon collègue, ça vient du chapitre de mon collègue Jean Dubé, qui est un économiste. Moi, j'ai une vision un petit peu plus nuancée, mais en même temps, comme je vois le troisième lien se faire, mais dans plusieurs années, peut-être même une décennie, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait qu'il soit transport collectif et transport automobile. S'il était construit maintenant, je pense que ça est uniquement consacré au transport collectif. Je pense qu'il n'y a pas assez de densification. Il n'en a pas beaucoup à Québec, mais il n'y en a pas assez non plus, surtout sur la Rive-Sud, qui ferait en sorte que ça pourrait avoir l'air d'un éléphant blanc. Et donc, comme je le vois dans un avenir, parce que je pense que Québec va continuer à se développer, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entraînent une économie vigoureuse à Québec. Et dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, je pense que la question du troisième lien va se poser, mais cette fois-là, mieux encadrée par des besoins, mieux justifiée par des besoins, ce qui ne sont pas là actuellement, comme la Caisse de dépôt l'a dit, pour ce qui est de la situation actuelle. Mais en même temps, ce type d'infrastructure, ça va provoquer une certaine croissance, un certain développement, ce type de développement. Si on a une autoroute, on peut entendre à ce que le développement se fait d'une manière qu'on a vu avant, avec les banlieues, peut-être des maisons unifamiliales, etc. Un développement du transport collectif provoque ou avantage un développement plus dense, etc. Est-ce que c'est comme lorsqu'on pense à comme la Rive-Sud, si on fait un lien entre Québec, Lévis, autoroutier, ce serait quoi l'impact de ça sur, par exemple, la ville de Lévis versus un lien transport collectif? Comme je le vois dans un avenir assez éloigné quand même, le troisième lien,
qui serait, selon moi, transport collectif et transport individuel, automobile. Comme ça serait situé plus tard dans le temps, il y a le temps de voir venir. Et le tramway aura été construit à Québec, on l'espère en tout cas. Et donc, il y aura une densification qui sera faite naturellement, parce qu'il y a une densification qui est un peu à l'initiative du gouvernement, simplement en faisant un tracé. Il y a une certaine densification. Et après ça, le marché prend le relais, parce qu'il va y avoir de l'intérêt à s'installer près du tramway. Cet intérêt-là s'est déjà manifesté. Même avec l'incertitude qui existe quand même, une certaine incertitude pour la réalisation du tramway. Donc, ça va se faire naturellement. Il y a le temps de voir venir, comme je le vois le troisième lien dans, mettons, 10 ou 12 ans, qui serait justifié à ce moment-là. Mais il y a le temps de voir venir pour rendre le transport collectif aussi attrayant ou plus attrayant que l'automobile. Les permis de construction le long du tracé, une fois rendu sur la rive sud, peut se faire. Il y a des encouragements qui peuvent se faire. Il y a des subventions qui peuvent se donner dans un premier temps, quitte à ce que le marché prenne le relais par après. Donc, ça ne serait plus une comparaison entre une façon de voyager qui est individualiste et puis qui est confortable, l'auto, versus quelque chose de contraignant puis de pas confortable, mais en deux systèmes dont l'un serait aussi confortable puis aussi pratique que l'autre, c'est-à-dire déjà avec des zones desservies par le tramway qui s'ajouteraient et donc qui ferait que quelqu'un pourrait faire une bonne partie de ses courses dans une journée, même entre la rive nord et la rive sud, ça je parle de dans plusieurs années, avec le tramway. Puis présentement, le gouvernement au pouvoir, le gouvernement Legault, l'annonce encore, le troisième lien, comme un projet qui va se réaliser bientôt. Pensez-vous que c'est un peu une vision électoraliste, comme certains les accusent, ou... Oui, je pense que c'est électoraliste. Les gens qui suivent la situation, que ce soit des journalistes ou des gens politiques publics ou des universitaires, le voient d'ailleurs. Ils jouent avec le troisième lien depuis, ça doit faire 5-6 ans maintenant, 7 ans, 8 ans. Et ça a fonctionné pour eux, parce qu'ils ont eu des députés sur la Rive-Sud et même à Québec qui étaient mus par ce désir du troisième lien. Et on sent même que la sincérité du gouvernement ou de certains membres, je dis, du parti en tout cas, pas nécessairement des ministres, quoique des ministres aussi, sont pas vraiment des gens convaincus par le transport en commun. En partie parce que leur électorat, souvent un électorat jeune, des jeunes couples en banlieue, qui ont besoin de services, qui ont besoin de leur automobile pour aller reconduire des enfants un peu partout, les soccer moms, comme on dit, alors ou les hockey pop. Donc, et ces gens-là sont une clientèle. En tout cas, ont été jusqu'ici une clientèle pour la CAQ. Et donc, c'est cette clientèle-là que la CAQ vise avant tout, plus que les urbains. Les urbains vont aller davantage au niveau fédéral, au NPD ou aux libéraux. Et puis, l'électorat de la CAQ, dans les zones, par exemple, périurbaines ou de banlieue sont acquises à la CAQ jusqu'ici et aux conservateurs au fédéral. Oui. Puis ça, c'est le cas à Québec. Mais qu'en est-il dans le reste de la province? Est-ce que la promesse du troisième lien séduit quand même l'électorat en dehors de Québec? Je ne sais pas, ils sont moins intéressés, je pense. Ils ont vu la CAQ virevolter puis jouer un peu au prestidigitateur là-dessus. Donc, je pense que le reste du Québec s'intéresse moins à la question puis a ses doutes sur l'élément politique là, de ce que fait la CAQ. Et puis, il y a moins d'intensité dans les débats entre les pro-automobiles puis les pro-transport en public dans le reste de la province. À Montréal, le métro a tellement des bons chiffres, parce que si on regarde les chiffres du métro à Montréal en termes d'utilisation, c'est un des plus utilisés en Amérique du Nord. Je me demande même si... Je pense qu'il est dans une deuxième catégorie avec plusieurs villes, mais tout de suite après New York. Donc, à Montréal, c'est vécu moins intensément qu'à Québec. Beaucoup moins intensément, d'autant que Montréal est une ville plus dense.
donc qui se prête assez bien au transport en commun puis au métro. Et Québec, c'est pas le cas. Québec, en termes de production de gaz à effet de serre, venant du transport, per capita, c'est 2 ou 3 fois Montréal. C'est énorme comme différence. Et là, se trouve aussi une des raisons de la popularité du troisième lien. C'est qu'il y a des gens qui sont en situation de banlieue, beaucoup plus qu'à Montréal, en proportion. Oui. Et on cite souvent la réduction de la congestion, comme voilà le monde qui est dans la congestion sur les ponts pour arriver à Québec le matin, etc. Eux, ils voient le troisième lien comme une solution à leur, accélérer le déplacement entre les deux rives. Est-ce que c'est vrai? Ça va être quoi l'impact? Ce serait quoi l'impact sur la congestion routière d'une telle infrastructure? On peut dire que l'aménagement puis le transport, c'est souvent nourri par les sciences sociales, les sciences économiques, qui sont souvent, surtout en économie, c'est des données souvent contradictoires. Hein? On dit qu'il y a, si vous avez 5 économistes sur une question précise, il va y avoir 6 ou 7 opinions différentes. Mais là-dessus, c'est assez bien établi, même si c'est contre-intuitif, parce que c'est contre-intuitif de dire que plus vous allez mettre de route, plus il va y avoir de congestion. Mais la réalité, c'est ça que ça nous démontre. Il y a même des exemples extraordinaires, je pense au Texas, où on a élargi sans fin, mais il y avait toujours plus de circulation. Et puis Jean Dubé, mon collègue Jean Dubé, explique bien ça par le désir d'avoir des bas prix, de s'éloigner de plus en plus, puis pour les maisons, par exemple. Donc, il y a une dynamique qui s'est faite. Et ça, c'est pas mal certain. C'est pas mal prouvé, ça. Ouais. Il y a un autre exemple à Toronto aussi, là, où ça peut être jusqu'à 18 voies de large, je pense, à certains endroits. La 401, oui, c'est ça. La 401, je pense, moi, j'ai déjà compté 16 voies, mais ça peut être rendu à 18, parce que vous avez 4 voies d'un côté, 4 voies de l'autre, puis 4 voies de service de chaque côté à certains endroits. Ah, mon Dieu. Alors, 4 x 4, 16. Tout ça congestionné. Et souvent congestionné. Qui devient comme un grand stationnement à l'heure de pointe. Mais Toronto, un peu comme Montréal, c'est une ville aussi de transport en commun. Donc, où les chiffres sont assez bons. Peut-être pas tout à fait aussi bons que Montréal, mais quand même, parce que Montréal, c'est une plus vieille ville, donc plus dense. Donc, les chiffres sont pas mauvais pour le point de vue du transport collectif à Toronto. Puis à Québec, est-ce que ça peut changer? Ça peut changer, mais la réalité morphologique, la création d'un énorme système routier à Québec, qui était disproportionné pour la population lorsque ça a été créé, a créé une population qui tient à l'automobile. Donc, c'est créé artificiellement. Et c'est pour ça qu'un des arguments de ceux qui sont pour le troisième lien disent, oui, peut-être que la création, dans l'état actuel des choses, puis dans la morphologie actuelle de Québec, le tramway peut paraître artificiellement créé dans une ville qui n'est pas tellement dense, mais la réponse de ça, c'est de dire, oui, mais les partisans du troisième lien, vous profitez d'une décision qui était tout aussi artificielle de créer tant d'autoroutes il y a 40, 50 ans. Donc, c'est comme quoi les pouvoirs publics ont la capacité d'infléchir les tendances, et cette fois-ci, ça serait l'infléchir dans le temps, dans le sens d'une plus grande densité, alors qu'elle l'infléchissait avant pour une moins grande densité. Ouais. C'est vrai, c'est une grande culture de l'automobile à Québec. On dit qu'en moyenne, une voiture coûte 10 000 $ par année à son propriétaire. Combien est-ce que ça coûte au niveau de la société, une voiture? Là aussi, il y a des débats. Je vais essayer d'être juste envers chaque côté du débat. Moi, je pense que surtout que l'automobile, en termes de coût, fait en sorte que ceux qui utilisent l'automobile, malgré ce qu'ils disent, bien entendu, coûtent plus cher à la société que ce qu'ils donnent en termes de taxes, en termes d'impôts, en termes de taxes sur l'essence et tout ça. Donc, je suis de cet avis-là. Mais, j'ai lu l'autre jour Mario Dumont, une de ses chroniques dans le journal de Québec, le journal de Montréal. Et lui, il disait,
que cet argument-là est fautif du fait que si quelqu'un, par exemple, est malade chez vous et que vous voulez l'amener à l'hôpital, vous allez l'amener comment? Vous allez l'amener en taxi, vous allez l'amener dans votre auto à l'hôpital. Donc, la route sert aussi à ça, sert aussi aux échanges économiques, sert à transporter les biens d'un endroit à l'autre. Donc, il y a un coût de l'automobile, il y a un coût des routes, dans ce cas-ci, qui est divisé. Qui est justifié. Oui. Qui est justifié, qui est utile socialement. Alors, il y a du vrai là-dedans. Oui. On dit que ça prend des routes pour faire passer des autobus aussi. Oui, absolument. Ouais. Mais en même temps, on a comme l'impression que ça, dès qu'on a acheté une voiture, on a payé le véhicule, on paye le stationnement, on paye l'assurance, etc. Le prendre pour aller à l'épicerie, au centre commercial, ça coûte pas grand-chose. Non. C'est un autre dollar en essence ou quelque chose. Versus le transport collectif qui peut coûter 2 billets, 7 dollars, quelque chose comme ça. C'est comme au niveau... je me demande des fois si ça devrait coûter aussi cher, le transport collectif, comparé au véhicule. Vu justement les subventions, les dépenses publiques qu'on fait pour l'automobile comparé au transport collectif. Si on fait le calcul, probablement, vous avez raison. Ça serait justifié de subventionner encore plus le transport collectif. Pour être égalitaire. Oui. Ouais. Oui, ça serait justifié, oui, effectivement. Et une autre question que je trouvais intéressante, c'est peut-être un peu philosophique, mais dans une ville comme... Je veux juste ajouter une chose que j'avais oublié. Mais la meilleure façon de le rendre plus populaire, c'est de le rendre attractif. Oui, tout à fait. Plus que simplement dire, on va baisser le prix, puis prenez des autobus par différentes méthodes, là, y compris des circuits. Peut-être on peut penser à des circuits qui ne sont pas des circuits linéaires. Il y en existe déjà, des circuits qui ne sont pas linéaires, mais peut-être penser encore plus en termes de circuits qui ne sont pas linéaires. Je me souviens, moi, j'ai habité Paris comme étudiant, puis j'habitais à la cité universitaire. Puis j'avais eu un emploi à un moment donné dans le centre de Paris, ce qui est quand même assez loin. Et il arrivait qu'il y avait un autobus qui n'était pas linéaire, qui passait par toutes sortes d'endroits et qui se rendait presque exactement là où je voulais aller. Alors, il y a de l'imagination pour rendre le transport collectif plus confortable. Déjà, le transport collectif profite de certains avantages technologiques, comme le fait que si vous voyagez seul pour aller à l'université ou pour aller au bureau et que vous ne conduisez pas votre automobile, vous pouvez travailler sur votre téléphone, regarder les données, ce que de toute façon tout le monde fait, et dans l'automobile. Donc, il n'y a pas cette perte de temps aussi importante qui pouvait exister il y a une vingtaine d'années. Lorsque vous prenez un transport collectif, vous pouvez être très actif encore. Et c'est un des arguments pour le tramway, justement, c'est que c'est un mode en soi plus attirant, plus confortable que l'autobus. Oui. Donc, cet investissement, parce que c'est un autre débat dans cette question. Est-ce qu'on devrait miser juste sur l'autobus? On a déjà l'infrastructure, on a déjà les routes. On a juste besoin d'acheter des véhicules, on n'a pas besoin de développer l'infrastructure, comme pour le tramway. Mais moi, je suis un partisan du tramway. Même avec des autobus qui iraient presque aussi vite, ils ne peuvent pas aller aussi vite, puis ils ne peuvent pas transporter autant de monde. Mais même s'ils le pouvaient, je pense que le signal qu'on donne avec le tramway, c'est-à-dire une infrastructure permanente qui attire les investisseurs de façon permanente, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Puis un aspect symbolique aussi, c'est le secteur public qui s'affirme. Il est là, il prend une place permanente. Et donc, ce qui nous relie, les services publics, sont valorisés par le tramway plus que par l'autobus. L'autre élément, c'est que la classe moyenne, puis on a besoin d'utilisateurs avec le tramway, la classe moyenne va prendre plus facilement le tramway pour toutes sortes de raisons. Il y a une espèce de mauvaise réputation jusqu'à un certain point du service automobile, surtout aux États-Unis, mais ça nous atteint quand même. Et donc, on va attirer une beaucoup plus large palette de gens avec le tramway qu'on va le faire avec l'autobus. Donc, il y a beaucoup de raisons. Si vous avez l'argent
faites le tramway. Si vous n'avez pas d'argent, ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a des pays sud-américains qui sont vendus au transport collectif, en Colombie, au Brésil, et n'ayant pas les fonds nécessaires, ils ont choisi l'autobus qui est presque un tramway, dans le sens que c'est des voies réservées, c'est super bien, c'est fluide, etc. Mais ça n'a jamais la valeur symbolique du tramway. Puis là, est-ce qu'on a l'argent au Québec, vous pensez, pour investir en ce moment-ci dans une infrastructure de la sorte? C'est déjà décidé, en fait. Oui? Oui. Ben, c'est-à-dire que Pensez-vous que le fédéral va soutenir aussi l'initiative? Oui, ça, c'est la question. Les fonds existent. Les fonds sont probablement déjà planifiés. Mais évidemment, si l'élection au fédéral donnait un parti conservateur d'ici, disons, 6 mois, avant que le tramway ait commencé ses vrais travaux à l'été 85... 2025, vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai dit, 85? Oui. Ah non. Vous nous faites voyager dans le temps. Oui, où je monte mon âge. D'ici l'été 2025. Oui, donc l'été prochain. Là, ça pourrait être interrompu, je pense. Mais je pense que si l'élection fédérale avait lieu, mettons, dans 1 an à peu près, les travaux seraient déjà commencés. Et je pense que là, il serait trop tard, même pour un parti conservateur qui est fortement anti-transport public et fortement pro-automobile. Il a mentionné qu'il ne mettrait pas un sou dans le tramway, même. Oui. Sauf que à partir du moment où la construction serait commencée, parce qu'il faut voir que le Parti conservateur, c'est aussi un parti du monde des affaires. Et ça serait une mauvaise proposition d'affaires au point de vue business que d'interrompre un projet qui aura déjà coûté pas mal d'argent puis où il y aurait des infrastructures déjà de construites. Ça serait une mauvaise proposition au point de vue économique, au point de vue business. Donc, je pense qu'il ne le ferait pas. Ouais. Est-ce qu'on... Tu voulais qu'on parte en chanson, peut-être, David? On peut faire une petite pause, puis on va revenir... Oui, on a une chanson suggérée par Maude qui nous dit... qui voulait nous évoquer un peu l'impuissance des citoyens face aux tergiversations dans les projets de tramway du 3e lien. Puis on sent que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'asseoir et de regarder le temps passer en attendant la conclusion à venir. Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct. Merci de votre compréhension. On est de retour avec professeur Jean Mercier. On parle des grands projets de mobilité dans la région de Québec. Et je voulais revenir avec ma question un peu philosophique, mais je sais que vous êtes politologue, c'est pas loin de la philosophie. Qu'est-ce que ça fait une ville, le fait que le mode de transport principal soit l'automobile personnelle, la voiture personnelle? Versus une ville où il y a un bon système développé de transport collectif, par exemple. Ben, c'est une vieille idée de Marshall McLuhan, le philosophe des communications, qui n'a pas écrit beaucoup sur l'automobile, mais il a quand même écrit un peu sur la banlieue, et qui soutenait l'idée générale que les médias, l'utilisation des médias, la technologie, l'imprimerie, la télévision, mais aussi les routes, l'automobile, nous façonnent notre mentalité. Donc, si on cherche à Québec, pourquoi il y a tant de support à l'automobile? C'est en partie parce qu'il y a des routes. Les routes nous amènent des automobiles. Les automobiles sont des espèces de chars, un peu presque un char d'assaut. Il y a même une voiture, le Hummer, qui est un véhicule militaire. Le Jeep aussi. Le Jeep aussi. Donc, ça nous place dans une situation où c'est nous contre le reste du monde. Un peu. Surtout que... Ça nous coupe du monde un petit peu. Hein? Ça nous coupe du monde et des autres. On garde une distance avec notre environnement. Et pas une distance insignifiante, une distance qui est faite de centaines de livres, de matériaux, de kilos, de plastique, de fer, d'acier, d'aluminium. On peut même mettre la radio pour pas entendre le monde extérieur. Oui, puis ça peut être agréable parce que faut penser aussi que l'automobile, surtout avec la radio, on peut suivre des cours d'espagnol pendant qu'on conduit, donc c'est pas à négliger, mais ça imprime une sorte d'individualisme, on pourrait dire exacerbé dans une ville, alors qu'une ville où le transport en commun est plus important,
réunit des gens. Je disais tout à l'heure, en réponse à une question, que le tramway, par exemple, c'est le secteur public, c'est-à-dire c'est nous qui nous imposons à nous-mêmes, c'est-à-dire c'est le collectif qui s'impose. Et ça donne le ton à une ville, je pense. Et souvent, ce que les Américains aiment lorsqu'ils vont en Europe, parce qu'ils trouvent ça merveilleux, aller en Europe, c'est ce côté collectif, induit en bonne partie par le transport en commun, qu'ils ne trouvent pas la plupart du temps chez eux, dans leur domicile, et qui visitent comme ça, comme on visite un musée, sans penser qu'ils pourraient eux-mêmes construire leur ville davantage comme ça. Alors donc, oui, la ville nous façonne en quelque sorte. Et puis le transport collectif fait en sorte qu'on pense davantage comme un individu dans une collectivité. Et cette collectivité-là, au lieu de décourager l'individualisme, peut en réalité amener des satisfactions, la satisfaction d'être avec d'autres personnes, une certaine sécurité, parce que vous connaissez l'expression en anglais « eyes on the street », des yeux sur... Et une des raisons qui fait qu'il y a de la violence aux États-Unis, davantage qu'ailleurs, c'est qu'il y a une partie des villes qui se vident à 5 heures ou à 6 heures. Et là, ben, c'est une ville qui n'a pas de « eyes on the street ». Il n'y a personne pour faire en sorte d'être témoin. Il n'y a pas de yeux sur la rue, en quelque sorte. Donc, si vous voulez faire un crime, ben, puis il n'y a personne qui vous voit, vous êtes plus incité à le faire. Donc, oui, la ville, le mode de transport, comme tout média, nous change, nous façonne même, façonne nos opinions, notre vision du monde. Et Québec, avec le tramway, évidemment, ça va prendre plusieurs années. Et à mesure que le tramway va se développer avec des nouvelles lignes, va changer la ville, va changer l'atmosphère de la ville. J'avais déjà entendu aussi que des villes qui ont plus de transports en commun, les gens peuvent être plus tolérants par rapport aux différences, que ce soit aux gens d'autres ethnies ou aux gens à plus faible revenu, parce qu'ils sont en contact avec eux. Ils les croisent, ils les croisent dans les places publiques, ils les croisent dans leur café, ils les croisent dans l'autobus et dans le métro. C'est possible. C'est possible. Puis on voit l'exemple dans les écoles où les petits-enfants sont d'origine diverse. Puis on regarde dans les cours d'école, lorsqu'il y a des jeux, ben là, tout le monde joue avec tout le monde. Et puis, donc, ça crée des habitudes. Ceci dit, j'ajouterai un bémol. C'est que il faut quand même qu'on ait en commun, même si on est diversifié, il faut quand même qu'on ait en commun une certaine règle de base de la vie en commun. Alors donc, oui, la diversité, mais en même temps, la diversité dans le respect de certaines règles de base qui sont communes à tout le monde. Et donc, dans une ville comme Québec, à votre avis, est-ce qu'un tramway aurait tant d'impact que ça? C'est déjà une ville très étalée, avec des bons lieux. La majorité du monde reste dans les milieux construits autour de l'automobile. Qu'est-ce que ça ferait avoir un réseau structurel? Bien, les lignes de tramway ne seront rien sans la densification progressive. Parce qu'avec une densification progressive qui va être inévitable, qui arrive partout dans le monde, ça c'est une autre règle générale qui s'applique partout, il va y avoir de plus en plus d'avantages à prendre le tramway. Et comme je disais, il faut rendre le tramway, avec le temps, puis avec la densification, aussi intéressante, puis aussi pratique, puis aussi plaisante que l'automobile. Donc, avec le temps, la densification va faire en sorte, puis la croissance des lignes et l'interchangeabilité entre ces lignes-là va faire en sorte qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses par le transport en collectif qui ne sont pas possibles aujourd'hui. On va probablement être capable, avec une certaine planification, on va être capable de se rendre à un hôpital, à des écoles, à des centres d'achat. Donc, à un moment donné, à partir du moment où on peut satisfaire à plusieurs de nos besoins par un seul mode de transport, sans avoir à stationner son auto, tout en consultant son téléphone lorsqu'on est entre 2 points, ben ça va rendre le transport collectif compétitif avec l'automobile, qui va demeurer un rival, c'est sûr, mais en même temps un rival qui va être pas mieux dans toutes les conditions de confort que ne l'est le transport collectif. Est-ce que ça va se faire, le tramway? Je sais, on ne peut pas dire définitivement si les conservateurs sont élus au fédéral, par exemple, ça peut
changer au moins financièrement les enjeux. Est-ce que ça peut se faire sans la contribution fédérale? C'est quoi les rôles du gouvernement, des gouvernements? Avec un gouvernement provincial qui est vacillant sur le transport collectif, j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, par sa clientèle habituelle, qui est vacillant. Si, au niveau fédéral, l'élection avait lieu d'ici 1 an, puis peut-être d'ici 6 mois, et refusait de payer sa part dans le transport collectif via le tramway, je pense que le gouvernement provincial est assez vacillant pour dire, ben voilà notre porte de sortie. Les finances publiques, on va invoquer les finances publiques et on va dire, regardez, on a un énorme déficit depuis plusieurs années. Sans le fédéral, on ne peut pas le faire seul. Donc, oui, ça va faire une porte de sortie. Donc, la synchronisation des prochaines élections fédérales, c'est ce qui pourrait amener le tramway à ne pas se faire. Mais en dehors de ça, dans 1 an, s'il y a un changement de gouvernement, je pense qu'il va être trop tard pour changer. Changement de gouvernement au fédéral, il va être trop tard pour changer le projet de tramway. Mais en même temps, je trouve que le tramway, à l'origine, même Labaume, le maire Labaume, lui, il est devenu pro-tramway parce qu'il voyait qu'il y avait tellement de congestion dans la région de Québec qu'on n'avait finalement pas de choix, sauf développer un réseau structurant de transport collectif, minimalement pour enlever certains automobilistes aux heures de pointe sur les grandes artères. Est-ce que même le parti, ça c'était la bombe qui, voilà, ok, il n'y a pas de parti conservateur à la ville de Québec, mais est-ce que vraiment on peut continuer à croître la ville de Québec juste avec le transport en misant à 90% sur le transport automobile? Ou juste techniquement, est-ce qu'on va pas arriver à, voilà, juste une congestion routière qui devient un frein économique et qu'on doit trouver une solution tout simple à ça? Je pense que la congestion à Québec actuellement, si on compare avec d'autres villes canadiennes, n'est pas de nature à freiner le développement économique. Parce que d'autres villes, parce que si on calcule... À Montréal, exemple, ça coûte oui, des milliards. Oui, à Montréal, c'est pire. Ouais. Je pense que c'est pire. Puis on n'est pas rendu à Montréal, même si les animateurs de radio aiment dire que c'est aussi pire qu'à Montréal. C'est pas aussi pire qu'à Montréal. Montréal, c'est sur la rive sud de Montréal, un samedi matin, 11h, il y a de la congestion. Ouais, c'est quelque chose de pas normal là-dedans. Mais pour ce qui est du va-et-vient des autorités municipales, puis des hésitations du gouvernement municipal, c'est dû à notre système politique, qui fait en sorte que les 3 niveaux de gouvernement doivent être d'accord pour faire quelque chose d'important comme le tramway. Et jusqu'à ce qu'on ait du financement promis par le provincial, à l'époque de M. Couillard, c'est M. Couillard puis son financement pour le tramway qui a fait changer d'idée le maire Labaume. En fait, le maire Labaume n'a pas été si changeant que ça. Il il proposait l'autobus parce qu'il y avait les fonds pour l'autobus. Puis à partir du moment où M. Couillard a dit non, vous voulez des fonds, on va y aller avec le tramway, bien, il a changé d'idée. Donc, c'est ce système politique-là, fédéral, provincial, municipal, qui fait en sorte des hésitations, des vastes hésitations de nos élus municipaux, mais qui s'expliquent par le mode de financement puis notre système de gouvernement. OK. On voit... sur le 3e lien qui a été proposé d'abord à l'Est. Le rêve, c'est de le faire à l'Est. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est présenté, on dirait qu'il se rapproche de plus en plus de l'Ouest et de plus en plus des ponts. Pensez-vous que ça va être une défaite pour les amateurs, pour les partisans de ce projet, s'il se fait finalement vis-à-vis les autres grands ponts de Québec? À côté des autres ponts. Oui. Parce qu'effectivement, si vous regardez la largeur du fleuve, c'est pas pour rien que nos 2 ponts sont où ils sont. C'est parce que c'est moins large. Oui, c'est ça. Il y avait une belle place, là. Et je pense que si on était vraiment planificateur à tout crin, il faudrait envisager un 3e pont à côté des 2 autres. C'est pas impossible de l'imaginer. Et c'est pas impossible de voir non plus que ça pourrait être rationnel, parce que si vous le faites un peu plus à l'ouest,
à ce moment-là, il n'arriverait pas dans une zone dense, il arriverait aux environs de Cap-Rouge, il arriverait à un endroit où c'est pas trop dense, c'est possible de faire de l'aménagement pour faire atterrir le pont ou faire sortir le tunnel. Donc, c'est pas impossible. Et puis, à l'autre extrême, passer par la pointe de l'île d'Orléans, étant donné la nature historique puis patrimoniale de l'île d'Orléans, je pense que ce serait difficile. Puis là, il y a toute la navigation également, oui, les absolument. grands bateaux de croisière qui fait que le ponts. pont devrait être extrêmement massif. Là. Il changerait complètement le paysage de Québec. Mais la raison pour laquelle l'idée du troisième lien à l'est, près du pont de l'île d'Orléans, ne disparaît pas, c'est parce que les intérêts économiques des fameux comtés de la Rive-Sud de Québec sont en bonne partie là, puis c'est eux qui profiteraient des retombées économiques. Parce que la ville de Lévis, je ne veux pas prendre trop de temps sur la ville de Lévis, mais on n'a pas parlé beaucoup, c'est que la ville de Lévis est prise un peu dans un cercle vicieux qui est que on doit attirer des ménages puis on doit attirer des industries parce que les ménages qui existent, la façon dont la ville est faite, les infrastructures coûtent très cher parce qu'ils sont très distantes les unes des autres. Les maisons sont très distantes, les quartiers sont très distants les uns des autres. Donc, on est dans une espèce de course folle pour l'expansion et la création de banlieues pour financer des infrastructures qui coûtent de plus en plus cher parce qu'ils sont de plus en plus loin. Des nouvelles taxes. Oui, des nouvelles taxes pour des nouveaux revenus, pour des maisons, puis des industries de plus en plus des nouvelles distantes. rues. Puis... Oui. Ouais. Donc, il y a comme un cercle vicieux là-dedans, qui n'est pas un cercle vertueux, on peut le dire. Sur ces beaux mots, merci, M. Mercier, pour votre visite aujourd'hui. C'était fort intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Oui, ça termine notre émission d'Entre Ville et Monde. C'était Sébastien et David au micro avec la visite de M. Jean Mercier. Merci à Marcella à la technique. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver notre balado sur le site de CKIA 88.3 FM. Nous avons un courriel et une page Facebook. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et suggestions et au plaisir de vous revoir.